Bon, j'en ai oublié un qui est le moins important, en fait, qui est même structurel, qui peut être éliminé dans une certaine informatisation de ça. Je vous ai mis tous les axiomes en fond d'écran des maths, ok? Alors, j'avais déjà fait une vidéo pour Olivier, je vais la refaire. On peut même en éliminer si on se base sur la vidéo que j'avais faite pour Olivier, parce que la commutativité du et est comprise dans le protocole que je lui avais indiqué, que j'avais simplifié. Parce que, encore une fois, l'objectif c'est pas de passer des diplômes pour les gens qui sont curieux, c'est de comprendre, et donc je me fais, comment dire, un honneur de remodifier légèrement de manière équivalente, hein, évidemment je garantis mathématiquement le truc, avec des descriptions qui sont absolument inutiles pour passer des diplômes, mais qui en tout cas sont très utiles pour comprendre de quoi on parle. Et en particulier si on est à la retraite ou si on a un certain âge, il y a certaines présentations qui sont préférables, alors que pour des étudiants, il faudrait en donner d'autres. Là, ce que je viens de vous donner, c'est des axiomes parce qu'ils sont parlants. Premièrement, ça sert à rien de mettre beaucoup de signes, quand on peut tout retrouver à partir d'un signe. Et il se trouve que le choix mathématique, le choix standard, en réalité, c'est le implique. C'est le implique qui joue un rôle important. Et comme on peut retrouver tous les autres signes à partir de lui, quitte à passer au second ordre, hein, pour les différentes logiques, je vous ai mis, et surtout je vous ai mis des titres. Voilà. Maintenant, j'ai essayé de faire toucher du doigt, mais je ne peux pas faire les démonstrations complètes, évidemment, en vidéo. Et puis par écrit, je ne peux pas, même avec des images successives, ce serait un travail, ça me prendrait 2 heures de faire des images, des photos. Mais je vais essayer de faire toucher du doigt ce théorème, je ne vais même pas dire célèbre, parce qu'il n'a pas d'auteur. Il a d'ailleurs joué un tour à des mathématiciens qu'il ne connaissaient pas quand ils ont fait tourner une machine en Allemagne, pour implémenter une soi-disant preuve de Gödel, de preuve d'existence de Dieu, que Gödel avait reformulé lui pour s'amuser, mais il avait donné une version au premier ordre, même au second ordre d'une certaine manière, entre guillemets, alors qu'on pouvait le faire en logique propositionnelle modale. La logique modale, ils n'auraient pas eu de surprise, mais en compliquant les choses pour rien et surtout en mettant plus d'axiomes, ils ont fait tourner la machine, elle a validé, ce qui est évident qu'elle valide, puisque de toute façon, le raisonnement il fait 3 lignes, il tient sur un écran, et je l'ai déjà publié dans ma TL, le raisonnement gödelien, sauf que souvent la publicité mensongère essaye de cacher la symétrie, elle ne présente qu'un bord. L'autre bord, qui est exactement la même démonstration, donne une preuve de Gödel, entre guillemets, puisque du coup, c'est pas lui qui est à l'origine de tout ça, que Dieu n'existe pas, et qu'en plus il n'existe nécessairement pas, hein, il suffit juste de changer, et ça c'est dans ma TL, mais je peux le remettre éventuellement après cette vidéo. J'ai essayé de vous faire toucher du doigt un truc qui est important, parce que quand, là j'ai un camarade qui me disait, ouais mais je comprends pas, tu dis que croire en Dieu c'est la même chose que de pas y croire, ça n'a aucun sens, et en fait il n'avait pas compris que je dis que la phrase Dieu existe, la phrase Dieu n'existe pas sont équivalentes, sont quasi équivalentes, mais en un sens on peut enlever le quasi pour la vox populi, c'est juste les matheux ils sont tellement soigneux, tellement rigoureux, tellement qu'ils rajoutent quasi, mais en réalité les gens de tous les jours ils verraient la preuve mathématique formelle de ça, ils diraient oui bah, on peut enlever le quasi, hein, il n'y a pas de souci, et c'est un petit peu complexe, mais on connaît des phrases qui sont équivalentes à leur contraire, sont les phrases qui parlent, hein, tout simplement. Donc je vais prendre une phrase, la phrase qui dit je suis fausse, eh bien elle est égale à sa négation. Voilà. Maintenant vous allez me dire, oui mais pourquoi ce serait pareil pour Dieu existe, Dieu n'existe pas. Bon là il y a un travail, mais si vous voulez déjà un pas important à franchir, c'est de comprendre qu'il existe des phrases qui peuvent être égales à leur négation. Là c'est même plus équivalente, c'est une quasi-égalité matérielle, puisqu'elle dit je suis fausse. Donc la déclarer vraie, c'est lui donner raison quand elle dit je ne suis pas vrai. Vous prenez la phrase je ne suis pas vrai, c'est encore plus simple, parce qu'il y a des gens qui voudraient jongler et qui voudraient dire ah oui non mais elle a peut-être pas de sens. Bon, on s'en fout qu'elle ait un sens ou pas, imaginons une phrase qui parle d'elle-même et qui dit je ne suis pas vrai, ok. Bon, bah une telle phrase, et si elle est insensée, elle est entre autres, ça fait partie des choses qui ne sont pas vraies, les choses qui n'ont pas de sens. Donc effectivement, si elle est, c'est une phrase qui est égale à sa négation, ok. Vous pourrez retourner le truc dans tous les sens, donc vous allez arriver à une conclusion. Alors bon, c'est un problème célèbre, hein. En plus, vu que ça prend 3 lignes, c'est pas très compliqué d'y réfléchir. Alors sachez que la science a triché. Elle a dit, ok, ce genre de phrase, il ne faut pas qu'elle vienne se mélanger à des équations de la physique et de maths, parce que ça risque de nous poser des problèmes. Une phrase qui, quand elle est vraie, elle est forcément fausse, et quand elle est fausse, elle est forcément vraie, la science, elle a pris soin de les écarter, ces phrases-là. Bon, maintenant, elle les avait sous le nez, hein, elle les a écartées d'un geste volontaire, en faisant semblant de résoudre le problème avec la théorie des types, tout ce que vous voulez. Ça s'est appelé la crise des fondements en mathématiques. C'est parfaitement célèbre. Et ça n'a pas été résolu, hein. La preuve, je suis en train de vous dire une phrase qui est à la fois vraie et fausse. Donc, ça existe de telles phrases. Après, il y a un boulot
Mais je pense qu'un bon, quelqu'un passe un mois, enfin n'importe qui a un QI de plus de 120, ce qui n'est pas énorme, il passe un mois à essayer de comprendre pourquoi la phrase Dieu existe et la phrase Dieu n'existe pas, donc la négation de la phrase Dieu existe, a le même statut que ce genre de phrase-là, il va galérer, mais il va finir par trouver les chemins déductifs qui vont l'amener à dire « Oh ouais, putain, la vache, effectivement, c'est... » Voilà, vous avez une famille de phrases comme ça, dès lors que vous introduisez une marque langagière qui pourrait figurer la conscience ou une espèce d'existence matérielle ou extramatérielle. Donc là, en l'occurrence, on est sur une phrase qui parle, hein. Donc la phrase qui dit « je suis fausse », qui parle d'elle-même, elle parle d'elle-même, donc je sais pas, quand on dit de soi-même, c'est ce que je veux dire, elle parle d'elle. Vous voyez, elle parle elle dit je, voilà, il y a le jeu. Quand vous commencez à introduire des éléments comme ça dans la science, c'est pas très étonnant que vous vous retrouviez à pouvoir appliquer des raisonnements de ce type-là avec Dieu. Mais c'est pour ça que j'insiste bien. Celui qui dit je crois en Dieu et celui qui dit je ne crois pas en Dieu, ce ne sont pas les mêmes personnes, parce que psychologiquement elles sont dans des états différents, mais bon, elles affirment la même chose toutes les deux, mais elles ne le savent pas, donc elles peuvent s'entretuer, hein, elles peuvent se défier en duel, aller en haut de la colline et s'entretuer, mais elles ne sont pas au courant qu'elles sont d'accord, voilà, qu'elles prononcent la même phrase. Ensuite, c'est la théorie quantique qui nous a forcé dans la douleur, avec la racine carrée de la négation, hein, de l'involution qui envoie vrai sur faux et faux sur vrai, et puis d'autres phénomènes, hein, bon bref, à en plus se retrouver à devoir aborder la réalité avec le même genre de précaution qu'on a mis à rejeter des phrases transcendantales, on va dire, enfin des trucs qui introduisaient des contradictions dans les théories scientifiques et qui généraient la crise des fondements. Et donc là, c'est là où je profite pour compléter pour mon camarade qui avait du mal, enfin qui trouvait que je disais tout et son contraire. Non, je dis bien la théorie quantique, issue de l'expérience physique, personne n'est le père tout seul, ou la mère tout seul de la théorie quantique. Ça, on a accouché du paradigme quantique dans la douleur, ça a été des centaines de savants, de scientifiques patentés, dont une grande ribambelle de prix Nobel tout au long du XXe siècle, à chaque fois, qui sont tombés de leur chaise à chaque nouvelle petite avancée quantique. On n'était pas sur quelque chose qui s'est fait tout seul. Voilà. Et puis aujourd'hui, pour devenir un quanticien chevronné, c'est pas un parcours, voilà, c'est pas au petit déjeuner, vous décidez de devenir un spécialiste de théorie quantique, bon bah écoutez, appelez la lampe d'Aladin, mais si vous en avez pas, vous allez devoir faire des années d'études. En plus, les études sont très mal fichues, parce que toujours pareil, les étudiants, ils sont jeunes, on veut les embaucher, on veut qu'ils soient opérationnels. Donc certains aspects sont cachés sous le tapis, voire même les enseignants sont pas au courant de certains aspects, et donc infligent aux étudiants un parcours qui est souvent trop plaqué sur l'histoire de l'accouchement dans la douleur de la théorie quantique, et qui va amener l'étudiant, moi j'ai croisé des tonnes d'étudiants en physique quantique, enfin même de professionnels payés depuis, et avec des chaires, avec des postes, qui disent des conneries, en particulier sur Elizur Wendman, parce que, et c'est pas de leur faute, c'est parce que, à la fois on a voulu les faire accoucher dans la douleur pour en quelque sorte hériter de manière légitime des pères de la théorie quantique, donc on n'a pas pris les raccourcis qu'on a trouvés depuis, et deuxièmement, on veut que les gens restent réalistes, on a peur qu'ils deviennent fous. Donc on y va doucement, donc on vous parle plus d'équations de Schrödinger que de paradigme quantique. Du coup c'est pas simple, mais en tout cas l'aventure quantique, même si aujourd'hui c'est devenu à la mode là depuis quelques années, j'en ai jamais entendu autant parler dans les médias, l'aventure quantique a forcé à avoir des précautions linguistiques, et même pire que linguistiques, hein, ça remet tout en cause jusqu'en amont de la logique élémentaire, donc que ces précautions-là, on les avait cantonnées habituellement à ce que j'ai dit avant, à la crise des fondements, ok? Et on s'est retrouvé à l'avoir dans des équations de tous les jours. C'est-à-dire que ce que la crise des fondements avait gentiment laissé du côté de Dieu, de l'autoréférence, du théorème de Gödel, des trucs voilà, qui parlaient d'infini, qui peu ou prou il y avait un peu d'infini dedans, on était dans les hautes sphères, c'était soit Dieu, soit l'infini. Bon, l'infini est en dessous de Dieu, mais je veux dire, c'était, voilà, il y a Cantor qui a mal vécu tout ça, mais enfin c'est Cantor, quoi, c'est l'inventeur des ordinaux jusqu'à... il avait confié qu'il tout en haut il y avait Dieu, ça allait, ça empêchait pas de faire des maths. Et puis la théorie quantique, elle vous a fait, c'est comme si on avait percé un trou dans un ballon et que tout le fluide s'était déversé sur la totalité des sciences pratiques.
Et là, c'était, d'ailleurs, la réaction s'est pas fait attendre. Les premiers spécialistes de théorie quantique, ils sont passés aux matrices et au calcul vectoriel. Alors qu'est-ce qu'il a de spécial, le calcul vectoriel? Sur l'image que vous voyez, il n'y a pas l'axiome de clonage. Voilà. Et depuis, on a démontré qu'un théorème qui s'appelle le théorème de non-clonage quantique, qui est parfaitement formel et qui montre qu'un état quantique ne peut pas être cloné. Ce qui permet de démontrer aussi, ce qui permet pas de démontrer, ce qui empêche en fait de démontrer ce qu'on peut faire en logique intuitionniste. Je rappelle, la logique intuitionniste, vous enlevez l'axiome que j'ai appelé tiers exclu, Peirce, raisonnement par l'absurde, donc il vous reste pas grand chose. Regardez le reste. Vous êtes tous d'accord avec le reste, ça s'appelle la logique intuitionniste. Bon, et bien cette logique intuitionniste, ça permet de prouver que toute injection de l'ensemble des valeurs de vérité dans lui-même est une involution. Or, il se trouve qu'en théorie quantique, c'est pas vrai. Vous avez une fonction qui va de vrai faux dans vrai faux, et devinez quoi, quand on la compose avec elle-même, c'est-à-dire quand on l'applique 2 fois, elle vous donne l'opération non, c'est-à-dire qui transforme le vrai en faux et le faux en vrai. Appliqué 2 fois, ok, 2 fois de suite. Alors que normalement, ça devrait donner l'identité dans tous les cas. Et on peut le prouver pas seulement en logique classique, mais en logique intuitionniste. C'était l'objet d'une de mes vidéos précédentes. Et j'ai mis la démonstration. Et elle est purement intuitionniste. Je ne me suis pas servi de l'axiome du tiers exclu, de Peirce. C'est le même, c'est la même chose. Ils sont équivalents sur le plan intuitionniste. Et la théorie quantique, elle fait un bras d'honneur. Mais en plus, la théorie quantique, elle est terrible parce qu'elle dit que non, non, A, c'est A. Ça, elle en a rien à branler. Elle s'en fout que... Alors que justement, ce qui fait la différence entre la logique intuitionniste et la logique classique, c'est que non, non, A, c'est pas A. Voilà. Et en logique quantique, si c'est l'orthogonale de l'orthogonale qui est l'espace lui-même, enfin peu importe. Et du coup, en dimension finie, donc il y a des petites précautions à prendre, et avec des Hilbert, mais de toute façon, toute la théorie quantique se fait avec des Hilbert. Donc, voilà, donc c'est juste penser à la phrase qui dit je suis fausse. Alors, je vais vous parler quand même, pour finir cette vidéo, je ne vais pas vous laisser avec des phrases aussi éthérées et parlant de choses transcendantales. La vérité et la fausseté étant inaccessibles, une phrase qui dit « je suis fausse », de toute façon, on voit bien qu'il y a sa difficulté à avoir une implémentation informatique, c'est que tout simplement, un ordinateur, il n'est pas capable de dire si une phrase, elle est vraie ou elle est fausse. Okay, il est capable de vous dire si elle est prouvée, à condition que vous lui apportiez la preuve et que lui, il la vérifie. Il n'est même pas capable de vous dire si elle est prouvable. Il peut mouliner un certain temps, c'est récursivement énumérable. Donc si elle est prouvable, il finira par trouver une preuve, tout simplement en écrivant toutes les suites de signes possibles, jusqu'à éventuellement tomber sur une preuve, mais il n'est pas capable de vous garantir qu'une phrase n'est pas prouvable. C'est un des théorèmes, c'est le théorème sur l'impossibilité de savoir si un ordinateur va s'arrêter ou pas, etc. C'est le problème de l'arrêt. Vous pouvez taper problème de l'arrêt sur Google si vous voulez. Gödel, il a remarqué un truc simple, qui était évident, mais il se trouve qu'il l'a remarqué. Il est le premier à l'avoir enregistré grâce à un procédé diagonal emprunté à Cantor. C'est que les phrases qui parlent, on peut tout à fait les construire, c'est même très facile à construire, et là même tout le monde est d'accord. Par exemple, vous pouvez dire la phrase « je contiens un nombre pair de symboles ». Cette phrase, elle est mathématiquement implémentable, il n'y a aucun problème. Et vous, je ne sais pas si elle est vraie ou fausse, je n'ai pas compté ces symboles. Comptez-les, vous saurez si elle est vraie ou fausse. Elle ne pose aucun problème, ok. Alors vous allez me dire, c'est pas très marrant. Par exemple, on peut imaginer une phrase, il faut 10 cahiers pour m'écrire. Bon, on sait qu'elle est fausse, puisqu'on vient de l'écrire sur une seule ligne. Mais tout ça, ça pose pas de problème. C'est pas la méthodologie initiale qui pose un problème. Gödel a prouvé que ça, on les avait, ces phrases-là. Donc vous prenez la phrase « je ne suis pas prouvable », sachant que le mot « prouvable », lui, il a un sens mathématique, ça n'a rien à voir avec le vrai et le faux, là. On est dans le prouvable, on est dans du concret, brut de pomme, quoi, de la technologie. La phrase qui dit « je ne suis pas prouvable », elle est effectivement vraie et pas prouvable. Vous voyez, donc vous avez des phrases qui sont vraies, mais qu'on ne peut pas prouver. La phrase qui dit « je ne suis pas prouvable ». Alors notez bien que vous allez me dire, peut-être qu'elle est fausse et prouvable. Oui, tout à fait, mais dans ce cas-là, vous n'allez pas garder longtemps la théorie qui fait ça. Si vous avez implémenté une théorie qui permet de prouver cette phrase, comme cette théorie, elle permet aussi, par simple constat, de prouver la négation de ça. Parce qu'une fois que vous avez prouvé cette phrase, vous savez qu'elle est fausse. Vous avez donc prouvé sa négation. Donc vous avez prouvé cette phrase, vous avez prouvé sa négation. Ça s'appelle une théorie contradictoire. Donc elle ne va pas perdurer, votre théorie. Donc dans les théories qui ne sont pas contradictoires, vous avez une phrase qui est vraie sans être prouvable, tout à fait concrète là, à condition de donner un sens au mot prouvable. Alors si le vrai-faux est effectivement inaccessible et le je suis faux, c'est donc une phrase qui est inaccessible, c'est à l'échelle divine si vous voulez, on commence à aller dans le territoire de Dieu et donc on n'a plus accès, quoi, c'est fini pour nous, faut s'arrêter avant. Le gödelisme, lui, il est tout à fait implémentable, implémenté, il a donné lieu à des crédits scientifiques, à des labos de recherche et tout va bien, et ça cartonne, hein, avec les méthodes de priorité de Friedberg et puis des nouvelles... Paul Cohen qui a complètement trouvé d'autres façons de trouver des indécidables, c'est-à-dire des trucs vrais pas prouvables, ou alors ni vrai ni faux, c'est pas...
Enfin, vrai ou faux, mais sans qu'on sache si c'est vrai ou si c'est faux, sans qu'on puisse prouver que c'est vrai, sans qu'on puisse prouver que c'est faux, comme l'hypothèse du continu, etc. Voilà. Donc, vous avez cette implémentation. Alors, je rappelle aussi un truc qui est très facile à comprendre et que Gödel n'a pas dit et qu'hélas, on ne dit jamais et qui est pourtant évident à dire. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah ouais, mais tu comprends, cette phrase, elle est difficile. » On sait une chose, c'est qu'elle est difficile à prouver. On sait que si on peut la prouver, elle sera fausse et la théorie sera contradictoire. Mais les gens peuvent dire « Finalement, on n'en sait rien si la théorie est contradictoire. » C'est le deuxième théorème d'incomplétude de Gödel. Une théorie ne peut pas prouver sa propre non-contradiction. La preuve avec cette phrase. Si elle pouvait prouver sa propre non-contradiction, elle sait d'avance qu'on ne pourra pas prouver cette phrase. Mais du coup, elle prouve cette phrase. Et donc, la phrase, elle est fausse et donc contradiction. Donc voilà, ça, c'est les théorèmes de Gödel. Maintenant, ça, c'est hélas, une mauvaise vulgarisation de la mécanique qui est en jeu. Parce que, prenez la phrase « je ne suis pas évidente ». Ok ? On a tout précisé, le contexte, l'implémentation, l'ordinateur est prêt à arbitrer vos preuves et tout. Tout va bien. Tout a un sens parfaitement rigoureux, formel, programmé. Vous pouvez rentrer des fichiers, vous dire « Ah non, ceci, c'est la photo de ton chat, ce n'est pas une preuve de mathématiques, etc. » Donc vous avez tout bien mis en place et vous prenez la phrase « je ne suis pas évidente ». Alors là, vous allez voir qu'il n'y a pas de question de « c'est parce c'est trop complexe, etc. » Parce que là, on est qu'au niveau des évidences. Or, cette phrase, si elle est évidente, elle est fausse. Du coup, ça va mal aller. Vous aurez mis dans les évidences officielles une phrase qui est fausse. Et en plus, ce sera évident. Et en plus, ce sera évident. Donc, vous pourrez tout de suite ranger votre théorie, vous pourrez tout de suite jeter votre théorie à la poubelle. Maintenant, c'est donc que cette phrase n'est pas évidente. Donc, la phrase qui dit « je ne suis pas évidente » n'est pas évidente. Mais là, vous avez le même malaise. Mais il n'y a plus l'excuse qu'on a pu fournir à la suite de Gödel. Parce que une phrase pas évidente, c'est évident qu'elle n'est pas évidente. Par définition même de la notion d'évidence, si un truc n'est pas évident, il n'y a pas de discussion possible. Vous voyez, c'est comme dire « je ne suis pas un axiome ». Bah, c'est décidé avant. Et donc, vous avez, dès le départ, vous avez un phénomène mathématique qui va être extrêmement significatif par la suite. C'est un peu la constante de Planck des maths, le epsilon. La phrase qui dit « je ne suis pas évidente », elle est quasi évidente, mais elle n'est pas évidente. Et il faut considérer que ce quasi est inamovible, qu'on ne pourra jamais l'enlever, sinon vous avez une théorie contradictoire. Voilà. Et donc, vous voyez le gödelisme, les procédés diagonaux, les ceci, les cela, l'autoréférence et tout ça, ça a une traduction très technique. C'est technique. C'est pas, voilà, on discute pour le plaisir.